Nous sommes attendus avec Pierre-Antoine Donnet qui nous attend. Vous êtes ancien correspondant de l'AFP à Pékin, auteur de Chine, l'Empire des illusions. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Je vous ai fait un peu patienter, je m'en excuse. Pour être, du coup, ne perdons pas de temps. Estimez-vous que la Chine pourrait participer à un second sommet de la paix pour la paix, si c'est effectivement ce que viennent chercher les Ukrainiens? Ce que je voudrais dire en préambule, c'est que le ministre des Affaires étrangères ukrainien se rend à Pékin à l'initiative de Pékin. J'ai écouté soigneusement la déclaration du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères et elle dit bien à l'invitation du ministre des Affaires étrangères chinois. Et ça, c'est significatif. Parce que si la Chine veut aujourd'hui entrer dans ce bal des négociations, c'est pas par hasard, c'est parce que elle joue un rôle complètement différent, évidemment, des États-Unis. Elle a été tout le long, on l'a bien vu avec sa proposition de paix du côté de Moscou. Elle avait d'ailleurs boudé aussi ostensiblement le sommet en Suisse il n'y a pas très longtemps. Donc, si Pékin aujourd'hui invite le chef de la diplomatie ukrainienne, ça n'est certainement pas un hasard. Et je pense que derrière, il y a aussi probablement une curiosité russe de voir ce que ce ministre des Affaires étrangères ukrainien va dire aux Chinois. Alors, ça, on va l'examiner ensemble. Ça semble présager quand même un mouvement. Voilà, ça on va l'examiner ensemble. Juste si on prend encore une fois les choses les unes après les autres, que veut la Chine? Parce qu'elle a forcément son intérêt dans l'histoire. Que veut la Chine? Qu'a-t-elle à gagner, la Chine? Ou alors, si je pose la question différemment, qu'a-t-elle à perdre avec la guerre actuelle qui la pousse à tenter de la stopper? La diplomatie chinoise, elle est d'un pragmatisme absolu. C'est-à-dire que bien sûr, elle est aux ordres du Parti communiste chinois qui, lui, a absolument horreur de tout ce qui est imprévisible. Quand la guerre a été déclarée par Poutine en février 2022, je pense que Pékin était pris par surprise et ils n'étaient pas contents du tout. Alors, bon, ils sont bien entendu intéressés par tout ce qui se passe. Ils en retirent un énorme bénéfice sur le plan à la fois économique et aussi diplomatique et aussi en zone d'influence gagnée sur la Russie depuis la déclaration des hostilités en Ukraine. Mais en même temps, ils détesteraient voir Poutine perdre la guerre. Donc aujourd'hui, ils entendent jouer un rôle d'intermédiaire pour probablement en tirer un profit, ça c'est évident, parce qu'une guerre perdue par les Russes en Ukraine, ce serait un désastre absolu pour Pékin. Mais dans quelle mesure la guerre actuelle, elle commence à lui coûter cher à la Chine? Je regardais ce que disait un expert en sécurité qui s'appelle Björn Alexander Duben, qui a été cité par l'agence France Presse, qui dit que l'Empire du Milieu pourrait aussi vouloir peser davantage parce que dans le fond, le conflit commence à menacer de devenir de plus en plus coûteux pour ces entreprises et pour les intérêts chinois. Et Joséphine Staron, que je salue, qui était sur ce plateau hier soir, rappelait que l'Italie était sortie du projet de route de la soie, que l'Allemagne avait banni des composants chinois de sa fabrication de réseaux mobiles. Tout ça, ça impacte et ça influe sur la décision chinoise? Énormément. Si vous voulez, quand Pékin a pris le parti de Moscou dans cette guerre, la Chine a beaucoup perdu en respectabilité en Occident, ça c'est clair, mais pas seulement en Occident. Ensuite, il y a eu des menaces très claires venant des États-Unis sur des représailles commerciales immédiates si la Chine se mettait à vendre des armes létales à l'armée russe. Bon, elle n'a pas franchi le Rubicon, en tout cas pas au point qu'on puisse le constater de façon irréfutable. En revanche, des armes chinoises sont quand même livrées par l'intermédiaire de la Corée du Nord et l'Iran, ou en tout cas des technologies militaires. Aujourd'hui, on voit que cette guerre s'éternise. Jean Quatremer l'a dit, à Moscou aussi, les forces russes commencent à s'épuiser. Pareil pour les munitions. Et moi, j'ai entendu récemment dans les milieux diplomatiques français que il y a des offres qui ont été faites de part et d'autre sous la table. Alors, c'est pas étonnant que les Chinois aujourd'hui disent banco, on va écouter ce que dit Zelensky par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères. Ensuite, on va s'adresser à nos grands amis russes pour voir ce qui est possible de faire. On reste ensemble, Pierre-Antoine Donnet. Alors, je vous voyais réagir aussi. Oui, en fait, on est aussi dans une situation qui est forcément évolutive en fonction de l'état d'esprit des Ukrainiens eux-mêmes. Est-ce qu'ils n'envisageraient pas aujourd'hui? Est-ce que demain, ils peuvent l'envisager comme étant une solution? Et c'est un peuple qui vit depuis 2 ans dans une guerre qu'ils ne sont pas en train de gagner, qui vit des coupures d'électricité pouvant aller jusqu'à 10 heures par jour, ce qui met donc
évidemment, parce qu'en plus avec un aléa en fonction des bombardements, l'économie ukrainienne à genoux, dont des millions de familles sont séparées, parce qu'il y a des millions d'Ukrainiens qui vivent hors des frontières et qui attendent quelque chose qui n'est pas en train d'arriver pour revenir dans le pays. Donc, à un moment, voilà, on peut aussi avoir une situation de bascule. Je pense que les autorités ukrainiennes actuelles y sont très attentives, même si on ne vote pas en ce moment en Ukraine, ça reste un modèle démocratique, sont très attentives à ne pas se couper non plus d'une opinion publique qui peut être fluctuante. Et peut-être, est-ce que vous avez beaucoup évoqué la possibilité de l'élection de Donald Trump et donc il faut prévoir tous les scénarios. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite déception post-sommet de l'OTAN, c'est-à-dire l'OTAN qui peut-être prend moins sous son aile l'Ukraine que ce que l'Ukraine n'espérait. Et du coup, les perspectives n'étant pas de ce côté-là, il faut aller les chercher un tout petit peu ailleurs également. Du côté des Ukrainiens, oui. Ensuite, je pense que les Ukrainiens ne s'attendaient pas à autre chose du sommet de l'OTAN. Et la vraie question aussi, c'est effectivement l'initiative, comme le disait le collègue de l'AFP à Pékin, est venue de Pékin. Et on est dans un moment où la Chine mène un activisme diplomatique sur la scène internationale assez surprenant. Là, ils viennent d'avoir été les intermédiaires pour un accord entre le Fatah et le Hamas, ce qui est quand même assez étonnant. Ils avaient été les parrains de l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, la Chine, comme la Russie, veut remettre en cause l'ordre international hérité de 1945. Mais la Chine, à la différence de la Russie, ne veut pas le remettre en cause par des actions voyous, par des actes revanchistes, mais en faisant changer le centre de gravité et en se posant comme un grand acteur mondial responsable. Alors, je reviens vers notre invité spécialiste de la Chine, ancien correspondant en Chine. D'une part, est-ce que miser sur la Chine, ce n'est pas un pari risqué parce que la Chine montre quand même différents visages très différents même ces derniers temps en fonction des interlocuteurs. On se rappelle de la présence en France par exemple et puis les allers-retours qui ont suivi. Et puis imaginez-vous, second point, que la Chine puisse effectivement, et ces gens qui le soulignaient, convaincre la Russie. Alors d'abord, Marc Semo a tout à fait raison de rappeler que la Russie et la Chine partagent une détestation de l'Occident bien ancrée. Donc Pierre-Antoine Donnet. L'intérêt commun a effectivement bouleversé l'ordre international. Mais pour répondre à votre question, s'il y a une puissance dans le monde aujourd'hui qui peut peser sur les décisions de Poutine, c'est bien la Chine. Et il n'y a qu'elle, à vrai dire. Parce qu'elle représente pour la Russie une carte immense, à la fois sur le plan économique et militaire par l'intermédiaire donc de la Corée du Nord et des autres alliés de la Chine, et aussi parce que sans la Chine, Poutine se retrouve totalement isolé sur la place mondiale. Donc oui, certes, si le président chinois Xi Jinping veut convaincre Poutine du fait qu'aujourd'hui, l'heure est venue de négocier un cessez-le-feu dans un premier temps, je pense que c'est lui qui peut le faire et personne d'autre. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet d'avoir été avec nous. La conclusion vous revient ?